Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dernier épisode de cette série de leçons sur ma chaîne YouTube. Je veux commencer d'abord par remercier tout le monde pour votre soutien. Je ne savais pas combien de leçons il y aura dans cette série, j'en ai fait 40 et maintenant je veux faire évoluer ma chaîne et je vais en parler dans la deuxième partie de cette vidéo. Dans la première partie, je veux répondre aux questions qui m'ont été posées suite à différentes leçons et en faire profiter de cette façon le maximum de personnes. Suite à la première leçon sur l'échelle des valeurs, deux personnes m'ont posé la même question similaire, comment prendre des photos différentes et les combiner. Eh bien, je ne veux pas vraiment faire de tutoriel détaillé parce que ce n'est pas une chaîne sur la photographie, mais je veux simplement mentionner que en photographie, ceci s'appelle du bracketing et ça consiste à prendre 3 photos ou parfois même plus que 3 photos avec des expositions différentes, donc avec une quantité de lumière différente et ensuite combiner ces différentes photos pour en fait avoir toute l'échelle de valeurs, des valeurs très claires, des valeurs moyennes, des valeurs très foncées, ce qui en général ou parfois n'est pas possible avec une seule photo. Pour combiner ces photos, ces 3 photos que vous prenez, vous pouvez et vous devez utiliser probablement un logiciel spécialisé comme Photoshop ou Lightroom, etc. C'est assez compliqué et mon appareil photo professionnel en fait a une fonction qui permet de prendre les 3 photos et de les combiner automatiquement dans l'appareil photo. Et ceci sur votre smartphone, si vous regardez, vous allez peut-être trouver, c'est une fonction HDR et ceci, si vous avez cette fonction activée, va vous permettre de prendre une photo avec une plage de valeurs très élargie. Donc je vous conseille, si possible, d'utiliser la fonction HDR sur votre smartphone quand vous prenez des photos. Avec un appareil photo professionnel, c'est un petit peu plus compliqué. Et bien sûr, les 3 photos doivent être prises exactement de la même façon. Donc, vous avez besoin d'un trépied pour faire ceci. Donc, comme j'ai dit, cela devient un petit peu plus technique et du domaine de la photographie professionnelle. Mais je voulais quand même répondre à votre question. Question suite à la leçon numéro 2 qui traitait de la structure en tiers. La règle est tiers. Faut-il avoir quelque chose aux 4 points d'intersection ou sur un seul de ces points? Eh bien, en général, on conseille toujours d'avoir un seul centre d'intérêt ou un seul centre compositionnel dans votre image. Si vous avez plusieurs centres à votre composition, ils vont simplement rentrer en compétition et ça ne sera plus clair pour votre spectateur quel est vraiment le centre de la composition et quel est le sujet principal. Donc, on conseille toujours d'avoir un centre compositionnel clairement défini. Maintenant, je vais vous montrer aussi 2 exemples de tableaux avec une composition centrée et une composition qui est décentrée, parce que bien sûr, on peut choisir différentes structures. Une composition centrée est en général plus statique, et si on regarde bien cet exemple de Van Gogh, il a en fait peint, on peut dire, le portrait d'un arbre. Il a placé cet arbre bien au milieu de sa toile et il a vraiment centré son sujet principal. Mais si on regarde de façon plus détaillée, malgré le fait que ce soit une composition centrée, on a quand même une ligne de tiers ici, avec cette structure horizontale, et on a ce point qui est à l'intersection de ces lignes de tiers, qui amène notre regard et rend cette composition moins statique. Donc vous voyez, Van Gogh a résolu cette question de structure en plaçant son sujet principal au milieu, mais en utilisant quand même la règle des tiers et en créant un petit peu plus d'intérêt, un peu plus de dynamisme à cette image. Imaginez que cette ligne aurait été complètement horizontale, eh bien ça, je pense, aurait pas du tout le même effet et le tableau aurait beaucoup moins d'intérêt.
Un autre exemple que je vais vous montrer par rapport à la structure de la composition, et c'est un portrait par Sargent. Et ici, il a clairement utilisé une structure 1/3 2/3. C'est un portrait, il aurait pu très bien le faire de façon symétrique, placer le visage de la jeune femme au milieu, la faire asseoir de façon droite. Mais il a choisi une autre composition et vous voyez que le centre de cette composition, le point d'intérêt principal, c'est le visage de cette jeune femme, bien sûr. Il est centré, placé exactement sur ce point d'intersection 1/3 du haut. Donc très intéressant cette structure, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans le reste du tableau. Cette robe est également très belle et bien sûr superbement exécutée. Mais le centre de cette composition, actuellement ce n'est pas un centre centré au milieu, mais vraiment placé sur cette ligne d'intersection. Voilà, juste quelques exemples pour vous donner des pistes de réflexion. Suite à la leçon 7, question très intéressante qui demande en fait, est-ce que les artistes n'ont pas simplement peint ce qu'ils ont face à eux? Van Gogh et les fleurs, n'est-ce pas simplement les couleurs de ce qu'ils regardaient? Eh bien, je vais y répondre de cette façon-là. Bien sûr, Van Gogh a peint les fleurs parce qu'il avait les fleurs devant ses yeux. Mais en fait, le rôle du peintre est d'interpréter la réalité. Il y a une citation de Philippe Guston que j'aime beaucoup qui dit « Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je veux voir ». Et je pense que c'est le cas de beaucoup de peintres, certainement des peintres abstraits, mais également des peintres impressionnistes. C'est pour ça que d'ailleurs le mouvement s'appelle impressionniste. Et Van Gogh en est un très bon exemple. Bien sûr, il avait ses fleurs devant les yeux, mais ce qu'il a fait de cette réalité, c'est sa propre interprétation de cette image. Et je pense que le rôle du peintre, c'est vraiment d'interpréter la réalité. Et c'est très intéressant si vous placez un sujet devant plusieurs personnes et vous leur demandez de copier le plus fidèlement possible ce qu'ils voient, le résultat sera très différent parce que, qu'on le veuille ou non, chacun va apporter une touche personnelle et interpréter ce qu'il voit, choisir rien que simplement le matériel qu'on va utiliser. Est-ce que ce sera des pastels, est-ce que ce sera de l'acrylique ou de l'huile, ou est-ce que ce sera simplement un dessin au crayon? Le résultat de l'image finale va être totalement différent. Est-ce qu'on va peindre sur du papier, sur une toile, sur du carton, sur du bois? Tout ça, ce sont des choix. Rien que le matériel que vous allez utiliser va déjà influencer le résultat. Et bien sûr, quelqu'un comme Van Gogh qui avait vraiment une vision et qui a développé cette vision, il a travaillé sur cette vision et ce style très particulier bien à lui, eh bien sûr, il n'allait pas simplement peindre ce qu'il avait devant les yeux, il voulait absolument donner sa touche personnelle, laisser son empreinte. Ce qu'il a fait, c'est pour ça que ces tableaux sont très reconnaissables. Et en général, on aime les peintres qui sont reconnaissables et qui ont une marque bien à eux. C'est le cas de Van Gogh. C'est pour ça que je pense qu'il est très très aimé du grand public. Et en fait, le sujet qu'on a devant les yeux, ce n'est qu'une excuse pour peindre. C'est comme ça que je pense. On a un bouquet de fleurs, c'est une très bonne excuse pour peindre, mais en fait, on a envie de peindre et on va utiliser cette excuse pour peindre. Et c'est pour ça que des fois, on va faire des images abstraites, il n'y a rien derrière du figuratif, mais on a cette envie de peindre. Et on va peut-être partir d'un sujet figuratif, mais finir dans quelque chose de complètement abstrait. On va vraiment interpréter ce qu'on veut voir et mettre ça sur notre feuille. Et ça, c'est tout l'intérêt de la peinture, c'est faire ses choix artistiques. Et c'est pour ça que il n'y a pas de réponse finale à comment peindre quelque chose. Ce sera chaque fois une interprétation différente de chaque artiste et votre choix artistique. Et je trouve que c'est ça qui rend cette discipline de peinture tellement passionnante. Prochaine question, également question très intéressante. Est-ce qu'il faut, ou est-ce que c'est une bonne idée
de prendre le fond d'ocre, donc de faire une sous-peinture couleur ocre dans chaque tableau pour donner de la profondeur. Beaucoup de peintres utilisent la peinture ocre comme sous-peinture pour leur tableau. La raison principale, c'est que d'abord, ça permet de remplir la feuille ou la toile et enlever le blanc. On ne veut pas forcément avoir du blanc et avoir cette toile qui va être distrayante, cette couleur blanche qui va être distrayante si elle transparaît sous la peinture. Beaucoup de peintres utilisent de l'ocre pour des tableaux figuratifs, mais également pour de l'abstrait. Pour des paysages, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne vraiment bien si vous avez beaucoup de bleu dans votre image, par exemple si vous avez du ciel ou de l'eau, parce que l'ocre est une couleur qui est déjà assez neutre, naturelle, et si elle transparaît un petit peu sous vos nuages, sous vos reflets dans l'eau, eh bien ça va donner du contraste et de la richesse, de la profondeur à votre peinture. Mais bien sûr, l'ocre n'est pas la seule couleur. Et pour répondre à cette question, je vais dire pas forcément l'ocre. Ça va dépendre de la gamme de couleurs que vous choisissez pour votre peinture. J'ai pris de l'ocre dans cet exemple de la leçon 10, mais j'aurais pris une autre couleur si mon image avait beaucoup de vert. Par exemple, si je peins un champ de fleurs avec beaucoup d'herbes vertes et des branchages et des arbres et des feuillages. Très, très souvent, je vais prendre du rougeâtre, orange couleur brique, parce que cette sous-peinture-là va contraster avec le vert et va donner vraiment de la profondeur, de la richesse et un support pour ma couleur, ma couche de couleur verte. Donc, la réponse, c'est ça dépend. J'ai également fait une image, un bouquet de fleurs sur fond bleu. Eh bien, la sous-peinture dessous était rose, quasiment couleur magenta, parce que c'est une couleur qui, si elle transparaît un petit peu sous la peinture, va donner beaucoup de contraste et de profondeur. Donc, je trouve en général, c'est vraiment une bonne idée de faire une couche de sous-peinture. Maintenant, elle ne doit pas être partout uniforme. Vous pouvez avoir des zones différentes sur votre toile, sur votre papier. Et l'ocre n'est pas la seule couleur que vous pouvez utiliser. Suite à la leçon 15, est-ce qu'on pourrait imaginer de faire la lumière au pastel sec? Et si le support est une toile, est-ce que je peux vernir par la suite? Et comment faire pour bien fixer les pastels? Question très intéressante et je vais vous dire qu'en général, on ne peint pas sur une toile avec des pastels secs. On peut très bien utiliser des pastels à huile, mais des pastels secs, en général, on utilise comme support du papier spécial pastel parce que tout simplement, une toile doit être vernie à la fin pour la protéger de la poussière, des UV, etc. Et le problème avec les pastels, ou simplement la spécificité des pastels, c'est qu'on ne les vernit pas, on les laisse tels quels sur la surface que vous choisissez. Si vous voulez vernir les pastels, ça va tout simplement mélanger votre pastel avec le vernis et va donner une peinture, elle va probablement faire bouger vos pigments, donc votre image sera complètement floue et perdue. Ceci ne peut pas vraiment être résolu avec un fixatif. Le fixatif, c'est un spray que vous appliquez sur votre feuille de pastel, votre image en pastel. Et le rôle du fixatif, c'est de fixer une couche. Et en général, ce n'est pas la dernière couche qu'on voit, mais une des couches en dessous, une sous-couche par exemple, ou une deuxième ou troisième couche. En général, on essaie de vraiment minimiser la quantité de fixatif parce que le fixatif est un liquide qui va coller les particules de pastel ensemble et il va aussi les fixer sur le support. Mais le résultat, c'est que vos couleurs sont ternes, vos couleurs sont plus foncées. Parfois, on voit même les petites gouttes de fixatif. Alors parfois, c'est un effet qu'on veut atteindre. Mais en général, en tout cas, moi, j'aime les pastels pour leur couleur très, très vive et intense et cet effet que cette poudre de pigment produit. Donc vraiment cette texture poudreuse
qui, une fois recouverte avec autre chose, avec de l'eau ou un vernis ou un fixatif, eh bien, ça va complètement changer la nature de ce médium et ça ne ressemblera plus à du pastel. Donc, très longue réponse à une question très courte, mais pour moi, le pastel est vraiment un médium qui doit rester le plus possible intact. Pour les tableaux en pastel, on les place sous verre pour ne pas justement avoir ce risque de d'effacer les pastels. Et le fixatif, ça peut vous aider un petit peu, mais ce n'est pas vraiment la solution finale. Et bien sûr, la dernière couche de pastel que vous faites, on ne veut pas sprayer du fixatif partout parce que ça va simplement enlever tout l'effet de ce médium et aplatir votre image et la rendre beaucoup moins belle. Donc, on ne vernit pas les pastels. Si on choisit de faire une lumière au pastel, eh bien, il faut choisir vraiment un autre support que la toile et vraiment travailler avec ce médium pour et accepter le fait que ce n'est pas de l'acrylique et ce n'est pas de l'huile et qu'on ne peut pas faire la même chose qu'on ferait avec une image sur toile. Voilà, j'espère que ça clarifie un peu et je vais continuer à faire des démos pastel parce que je pense que c'est un médium qui est extrêmement utile et très facile également à apprendre et qui donne des résultats assez chouettes. Après la leçon 23, j'ai reçu une question très intéressante. Est-il impératif de choisir un élément principal? Et Matisse considérait tous les objets de son tableau de la même importance et jouait sur la couleur pour les placer dans l'espace. Merci pour cette question et votre commentaire très gentil. Je vais essayer d'y répondre. Plus on détache du figuratif et plus on peut se donner, à mon avis, la liberté de jouer avec les formes, les compositions, etc. Et en fait, à un moment donné, je pense que la question se pose, est-ce qu'on a un tableau avec un élément principal qui raconte une histoire et tout est centré autour de cet élément principal, ou est-ce qu'on a un tableau qui est plus un élément décoratif? Et à ce moment-là, on peut se dire, bon, peut-être que je n'ai vraiment pas d'élément principal, c'est simplement quelque chose qui est beau et j'aime bien cet arrangement de couleurs et de formes, mais il n'y a pas vraiment de couleur principale. Ça devient un objet décoratif. Je pense que chacun doit trouver la réponse à ces questions. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut peindre une image avec un sujet bien défini, avec un élément principal et suivre les règles de la composition? Ou est-ce qu'on veut vraiment partir dans quelque chose de vraiment pour avoir simplement un objet décoratif qui va peut-être remplir un certain rôle dans une partie de la maison ou dans une maison de l'acheteur, si c'est un tableau que vous voulez vendre. Je veux vous donner, juste regarder ces deux exemples de Matisse, vu qu'on parle de Matisse, qui sont très différents. Le premier, ce sont les fameux poissons rouges. Bien sûr, il y a un sujet principal. Ici, un élément principal, c'est ce bocal avec les poissons et les poissons rouges du fait de leur couleur différente, du fait que ce soit des animaux qui ont des yeux, etc. Et bien sûr, c'est l'élément principal, c'est le centre d'intérêt, ça attire très fortement le regard. Et tout est orchestré dans ce tableau autour de cet élément principal et supporte cet élément principal. Vraiment, même la table, c'est vraiment un vrai support. Le bocal est posé sur la table. Les plantes sont orientées autour de cette table. Donc vous voyez cette chaise, ce bord de cette chaise est clairement également en harmonie avec ce bocal à poissons. Maintenant, donc je pense ici clairement un élément principal, les poissons rouges dans le bocal. Maintenant, un autre exemple de Matisse, complètement différent, qu'il a fait beaucoup plus tard dans sa carrière. Alors on peut se demander, est-ce qu'il y a vraiment un élément principal ici? Il s'agit du découpage. Toutes les formes se ressemblent, mais sont quand même différentes. Les couleurs sont très vives. Oui, il y a un arrangement. Est-ce que le sujet principal, c'est vraiment cette forme, ou est-ce que c'est la variété, ou est-ce que c'est Enfin, on peut se poser plein de questions. Y a-t-il vraiment un élément principal, ou est-ce que le tableau en lui-même est l'élément décoratif?
Et Matisse a fait beaucoup de ces fresques avec des éléments très grands et ça devenait de plus en plus abstrait et de plus en plus décoratif et de moins en moins figuratif. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut explorer en tant que peintre et de décider quel est le rôle de mon tableau également. Est-ce que c'est un tableau que je pose sur une table, que j'accroche à un mur? Est-ce que c'est une fresque qui va remplir un grand espace? À ce moment-là, l'impact visuel est probablement différent. Et tout ça, bien sûr, cela fait partie des décisions qu'il faut prendre quand on planifie un tableau. Quel est le but de ce tableau? Idéalement, où est-ce qu'il va être accroché ou positionné? Parce que ça va vous aider à faire les bons choix. Question un peu technique, ordinateur, logiciel. Suite à la leçon 33, quel logiciel peut-on utiliser si on n'a pas de logiciel payant comme Photoshop? Vous n'êtes pas obligé du tout d'utiliser un logiciel payant. Il y a plein de solutions qui sont probablement déjà incluses sur votre ordinateur. Si vous avez Windows, je vous conseille un logiciel très simple qui probablement est déjà installé sur votre ordinateur, Paint 3D, que j'ai utilisé dans quelques démonstrations et que j'utilise tout simplement pour jouer avec mes images et voir comment modifier une composition. Et si vous avez un téléphone portable, votre téléphone aura une fonction modification, sauvegarde de photos et vous pouvez appliquer pas mal d'effets et de filtres et déjà jouer avec le contraste, la luminosité, l'exposition, changer les couleurs, etc. Et même recadrer vos photos avec votre smartphone. Donc pas besoin d'avoir une solution, un logiciel payant. Je ne peux pas répondre pour Mac parce que je ne connais pas le système Mac très bien, mais je suis sûre que si vous avez un Mac avec des éléments bureautiques installés, vous allez très probablement avoir un logiciel de modification de photos. Dernière question pour cette série de questions. Après la leçon 34 sur peindre la vraie couleur des objets, est-ce qu'il faut utiliser du blanc et que faire avec toutes ces réflexions, les contrastes, etc. Si je comprends bien cette question, c'est que l'extrême bord du fruit, ce citron, doit être plus clair et le bord dans la lumière doit complètement disparaître. Et la même chose aux questions similaires, quelle est la couleur extrême de cet objet, de son bord qui est complètement à l'ombre? Je vais essayer d'y répondre avec deux exemples de tableaux. On va regarder ça un petit peu de façon plus proche, plus en détail, parce que effectivement, les parties à l'ombre et les parties qui sont très éclairées, on va les traiter de façon différente. Premier exemple, ici avec ce Cézanne, nature morte aux 7 pommes. Si on regarde de plus près, regardons d'abord la partie la plus éclairée de ces fruits. Alors vous voyez que la transition, le contour est très net. On n'a pas de fondu de l'objet dans l'arrière-plan. Cette partie éclairée est vraiment très clairement définie. Maintenant, ce que Cézanne fait ici pour accentuer encore plus ce contraste, c'est qu'il assombrit son arrière-plan pour juste à quelques endroits ici, pour augmenter ce contraste entre la partie éclairée. Alors ici, on a un autre exemple, on a aussi cette partie très éclairée mais qui est très bien définie et cet arrière-plan qui est foncé parce qu'il s'agit d'une partie dans l'ombre. Pour cette pomme qui est tout à gauche, Cézanne n'avait pas d'ombre, mais il a rajouté cette partie beaucoup plus foncée exprès pour augmenter ce contraste et nous faire apparaître cette partie éclairée encore plus claire. Pour ce qui est de la partie qui est tout à l'ombre, ces objets qui sont tout à l'ombre, on a quelques contours qui sont presque perdus ici, mais on peut quand même distinguer toujours l'objet et la forme. Et je veux attirer votre attention sur le fait que ces ombres ne sont jamais noires, ces parties à l'ombre ne sont jamais noires. On continue
à utiliser une couleur. Alors ici, je pense qu'il s'agit de violet, un peu de violet brun peut-être. Ici également, un peu de ce rouge foncé, probablement un petit peu de pourpre pour ces parties qui sont à l'ombre. Mais ce n'est pas une grosse masse noire et on tartine tout de peinture noire et c'est comme ça qu'on résout le problème de l'ombre. Donc clairement, la vraie couleur de l'objet est toujours présente. Et un autre phénomène, je n'en ai pas parlé dans ma leçon parce que ça devient un petit peu compliqué et technique, mais même dans la partie qui est à l'ombre, on a une partie de réflexion de la lumière de l'ombre, de cette partie de votre support, votre table, votre nappe ou que sais-je, qui va refléter sur la partie à l'ombre et créer un tout petit peu de reflet ou comme on dit de réflexe de lumière sur votre partie à l'ombre. Et on le voit sur cette image. Ici, on a une zone qui est un petit peu plus éclairée par rapport au reste de la partie à l'ombre. Également ici, c'est comme ceci que ça s'explique. Ici, si on regarde bien, on a une toute petite touche de couleur jaune. Eh bien, c'est la réflexion de cette pomme-là qui est éclairée sur la partie à l'ombre de cette pomme-là. Et même chose ici, on a une partie plus éclairée parce qu'on a un objet qui est éclairé à côté. Donc c'est très subtil et on commence vraiment à voir ces choses quand on observe de façon très attentive cette image. Alors si vous essayez de copier ce tableau, vous allez voir encore plus de détails parce que c'est en copiant les grands maîtres qu'on apprend vraiment à observer. Mais juste pour vous expliquer ce principe de réflexion dans la lumière, on le voit dans cette image, on le voit assez bien. Deuxième exemple, encore un Cézanne. Le même principe est utilisé dans ce tableau-là aussi. Pour cette pomme en avant-plan, regardez bien, si on s'approche et qu'on regarde vraiment les détails, cette partie à l'ombre, on a ce petit reflet plus clair qui est le résultat de la réflexion de la lumière de cette nappe dans la partie à l'ombre de cette pomme. Et ce principe est répété sur tous les fruits. Sur cette image, il faut juste s'approcher, regarder un petit peu plus près, mais vous allez le voir. Donc tous les contours sont très nets et le contraste est obtenu grâce à cette approche-là. Si ce contenu vous a plu, merci de laisser vos likes, de vous souscrire à ma chaîne et de cliquer la clochette de notification de nouveaux contenus. Je veux maintenant parler du nouveau contenu sur ma chaîne. Comme j'ai mentionné avant, il y a déjà 40 leçons avec du contenu technique, les concepts de base que je vous conseille de maîtriser pour apprendre la peinture. Continuez à visionner ces leçons et appliquer les concepts. Je vous conseille de prendre peut-être un sujet à la fois et le pratiquer pas à pas et vous allez progressivement vous améliorer dans votre pratique de la peinture. Avec ce contenu des 40 leçons, vous avez presque toutes les bases. Je dis presque parce qu'on a toujours un peu plus, on peut toujours apprendre plus, mais vous avez déjà une très très bonne base pour démarrer dans l'apprentissage de la peinture. Maintenant, je veux faire évoluer ma chaîne et ouvrir d'autres playlists, d'autres contenus. Et je vous donne ici quelques exemples de nouveaux contenus qu'il y aura sur ma chaîne. Je veux faire des leçons où je vais montrer avec des exemples très concrets comment est-ce qu'on peint certaines choses. Par exemple, apprendre à peindre les nuages, apprendre à peindre le ciel, les arbres, etc., etc. Prendre des exemples concrets pour vous aider dans vos prochaines réalisations et toujours en appliquant les principes que j'ai expliqués dans les 40 leçons de Apprendre à peindre pour tous. Donc je vais faire référence à ces 40 leçons. Ces concepts de base vont rester tout à fait valables. Une autre section que je veux faire introduire dans ma chaîne, sur ma chaîne, c'est tester certains produits. J'ai quelques produits dans mes armoires et mes tiroirs que j'ai envie de tester, de vous montrer le résultat. Par exemple, de l'huile à l'eau.
J'ai reçu ça en cadeau et je n'ai pas encore eu vraiment l'occasion de tester ce produit. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui peignent à l'huile. Je n'ai pas de peinture à l'huile, mais je suis très intéressée à voir comment ces produits huile à eau fonctionnent et est-ce que c'est comparable à l'huile ou pas, temps de séchage et résultat final. Voilà, donc je vais tester ces produits et partager ça avec vous. D'autres produits marrants, sympas que j'ai envie de tester, c'est par exemple cette pâte à craquelure. Ça peut être très intéressant pour des images abstraites. Et également un produit gel tar, qui est un produit un petit peu exotique, que je n'ai pas encore eu le temps de tester moi-même. Et donc, je vais faire ça avec vous, quelque part, presque en direct sur ma chaîne. Une autre section, partie de ma chaîne YouTube, je veux parler, faire des vidéos qui parleront de la pratique de la peinture et je veux répondre aux questions qu'on se pose. Par exemple, combien de temps faut-il pour vraiment apprendre à peindre? Autre question, faut-il savoir dessiner pour pouvoir peindre? Qu'est-ce que ça veut dire de peindre tous les jours ou vraiment progresser dans la peinture? Voilà, juste quelques exemples de sujets que je veux aborder dans les prochaines vidéos. Et finalement, je veux faire des démonstrations de peinture abstraite parce que l'abstrait est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mon objectif, c'est de continuer à progresser dans ce domaine. Pour ceux qui me suivent, vous avez peut-être vu quelques exemples de mes images abstraites sur Facebook ou sur Etsy. Donc voilà, vous pouvez voir ce que je fais. Et j'ai envie de continuer à évoluer avec l'abstrait. Je vais partager mes connaissances et ce que j'ai appris. Merci beaucoup à tous pour vos commentaires, vos soutiens, vos likes. Faites-moi savoir dans les commentaires quel type de vidéo vous voulez voir sur la chaîne et je vais bien sûr prêter attention à vos commentaires et à vos souhaits. En attendant de vous lire, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente semaine créative. À très bientôt.